Le naufrage du paquebot Titanic dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 est reconnu comme l'une des tragédies maritimes les plus importantes de l'histoire en temps de paix. Après avoir heurté un iceberg peu avant minuit, l'immense navire a coulé dans l'océan Atlantique en moins de 3 heures. La tragédie du Titanic a causé la mort d'au moins 1500 personnes, alors que 700 ont pu survivre. Cette tragédie continue de marquer l'imaginaire plus d'1 siècle après les événements. Il existe cependant une autre tragédie qui s'est déroulée à la même époque et qui a complètement sombré dans l'oubli. Dans la nuit du 29 mai 1914, un paquebot appartenant à la Canadian Pacific Steamship Company a sombré dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, dans la province de Québec. 1012 personnes ont trouvé la mort, alors que 465 personnes ont été rescapées. En proportion, la tragédie de ce paquebot se compare facilement à celle du Titanic. Voici l'histoire de l'une des pires tragédies maritimes canadiennes, celle de l'Empress of Ireland. L'Empress of Ireland et l'Empress of Britain ont été construits en 1906 à Glasgow, en Écosse. L'ingénieur Francis Elgar était le concepteur de cet ambitieux projet. Ces deux grands paquebots étaient presque identiques, avec 172 mètres de long. Ils avaient aussi une capacité d'embarquement de près de 2000 personnes avec l'équipage inclus. Ces deux navires étaient la fierté de la Canadian Pacific. Ils offraient les meilleures conditions et tout le confort que les voyageurs pouvaient rechercher. Le 29 juin 1906, c'était le jour du lancement de l'Empress of Ireland. Il est en service pour une liaison entre le Québec et la ville de Liverpool, en Angleterre. La liaison était effectuée entre 6 à 7 jours, selon les conditions météo. Ce temps était considéré comme très rapide. L'Empress pouvait atteindre une vitesse de 33 km/h. Les voyageurs se répartissaient en première, deuxième et troisième classe, ce qui était habituel pour l'époque. La première classe avait une capacité de 310 passagers pour les gens fortunés. Les cabines étaient luxueuses, les salons étaient des plus élégants, avec une salle à manger et un menu des plus raffinés. En plus des gens riches, les hommes d'affaires se retrouvaient toujours dans cette classe supérieure. La deuxième classe avait une capacité de 468 passagers. Elle proposait des cabines moins confortables et plus petites. La salle à manger et le pont pour la promenade étaient plus modestes. Les familles de classe moyenne se retrouvaient habituellement à cet endroit. Finalement, la troisième classe offrait une capacité de 802 passagers. Tout était dans la simplicité et les dortoirs étaient collectifs. On retrouvait dans la troisième classe des masses d'immigrants qui venaient au Canada pour une vie meilleure. Il est important de souligner qu'en cas de naufrage, les chances de survie des passagers de première classe étaient bien meilleures. Au mois de mai 1914, l'Empress of Ireland se trouvait au port de la ville de Québec. Le paquebot avait déjà 95 traversées transatlantiques à son actif. Il avait traversé l'océan Atlantique à 192 reprises.
l'Empress était un modèle de fiabilité, de rapidité et de confort, même pour les voyageurs de troisième classe. L'Empress était un paquebot qui était très prisé par les voyageurs. Les capacités de l'Empress étaient inférieures à celles des grands paquebots américains, qui visaient principalement les gens riches et aisés. L'Empress visait aussi cette clientèle, mais il était conçu aussi pour transporter des gens en classe économique. Il avait aussi la possibilité de naviguer dans le fleuve Saint-Laurent, ce que les grands navires américains étaient incapables de faire. En conclusion, l'Empress of Ireland s'était taillé une place enviable sur le marché et répondait parfaitement aux objectifs fixés par la Canadian Pacific Steamship Company. Le capitaine de l'Empress se nommait Henry-George Kendall, un homme âgé d'une quarantaine d'années. Kendall avait une solide expérience en mer. Il avait commandé avec succès le SS Montrose. Il avait connu la célébrité lorsqu'il avait reconnu parmi ses passagers Hawley Harvey Crippen, un meurtrier qui tentait de fuir Londres. Kendall a prévenu les autorités par radio, qui n'avaient qu'à cueillir le dangereux criminel dès son arrivée au Canada. Kendall a été nommé capitaine de l'Empress au début du mois de mai 1914. Sa nomination avait été fort bien accueillie par l'équipage, qui connaissait sa réputation. Les équipages et les voyageurs avaient une parfaite confiance en lui. Kendall était appuyé par une solide équipe. Richard Mansfield était un premier officier qui avait une carrière sans tache depuis ses débuts. Roger Williams, en tant que deuxième officier, avait une belle expérience lui aussi et était quelqu'un de très fiable. L'équipage complet de l'Empress of Ireland se composait de 420 personnes qui avaient été formées pour diverses procédures d'urgence. Que pouvait-il arriver à un tel navire, moderne, rapide et avec un équipage des plus compétents? Le 28 mai 1914, l'Empress of Ireland largue les amarres et quitte le port de Québec à 16h27. Le paquebot compte à son bord 1057 passagers et l'équipage pour un total de 1477 personnes. 67 membres de la fanfare de l'armée du salut se trouvent à bord, ainsi que quelques personnalités comme Sir Henry Seton Karr ou le journaliste financier Leonard Palmer. La température est idéale. L'Empress of Ireland s'engage dans la descente du fleuve Saint-Laurent. Cette traversée en est maintenant une parmi tant d'autres pour le grand navire. Pourtant, le paquebot a rendez-vous avec son sinistre destin dans quelques heures. Le 28 mai 1914, le SS Storstad est un cargo qui transporte du charbon entre l'Angleterre et le Canada. Il est sous le commandement du capitaine Thomas Anderson et du premier officier Alfred Toftenez. Ce transporteur mesure 134 mètres de longueur. Sa construction est des plus solides. Il est conçu pour transporter de fortes charges et il peut encaisser des chocs frontaux qui peuvent faire couler bon nombre de navires. Sa proue et son blindage peuvent lui permettre de se frayer un chemin dans une banquise de glace. On racontait qu'à l'époque qu'il était un ciseau à froid
qui pouvait même lui permettre de percer l'acier. L'Empress of Ireland va en faire bientôt l'expérience. Le SS Storstad transporte 11 000 tonnes de charbon. Il remonte le Saint-Laurent durant la soirée. Thomas Anderson et son épouse sont dans leur chambre depuis 22h30. C'est le premier officier Toftonez qui est aux commandes. Tout se passe normalement. Le fleuve est en eau calme. Mais peu à peu, un brouillard va s'installer. Il faut donc naviguer de façon prudente. Au même moment, l'Empress of Ireland descend le fleuve. La navigation entre Montréal et Rimouski sur le fleuve Saint-Laurent est difficile. Le fleuve est rempli de pièges qui peuvent être fatals pour la navigation. Un guide spécialisé est requis pour guider les navires entre ces deux ports. À 1h20 le matin, l'Empress of Ireland fait un arrêt à Pointe-au-Père, près de Rimouski, pour faire descendre le pilote Adélard Bernier, qui avait guidé le navire depuis la ville de Québec. 20 minutes plus tard, l'Empress reprend la navigation. Les événements qui vont par la suite se dérouler vont varier dans les témoignages des survivants. Chaque navire aura sa version des faits. Vers 1h40, une vigie informe le capitaine Kendall qu'il aperçoit un navire qui remonte le fleuve. Le capitaine a vu les lumières du Storstad. Il ordonne de prendre une trajectoire parallèle à ce dernier. Kendall change donc de cap alors qu'il longeait la rive. Il choisit de ramener l'Empress vers le milieu du fleuve. Il préfère croiser l'autre navire tribord contre tribord au lieu de bâbord contre bâbord. Selon les intentions du capitaine Kendall, les deux navires sont censés se rencontrer avec leurs flancs droits face à face. Un brouillard recouvre le fleuve Saint-Laurent, mais depuis quelques minutes, les choses ont empiré. La visibilité devient subitement nulle. Toute manœuvre doit être effectuée avec précaution. Les deux navires sont conscients de la présence de l'autre. L'Empress envoie le signal qu'il fait un arrêt complet. Le capitaine en second du Storstad a témoigné que la dernière fois qu'il avait vu l'Empress of Ireland, qu'il se trouvait à bâbord. Le Storstad change son cap pour tribord. Toftonez est persuadé que l'Empress se trouve à bâbord. Il est donc certain que sa manœuvre élimine toute chance de collision. Le capitaine Kendall et son équipage sont sur le pont. L'Empress est à l'arrêt. Tout semble normal et le SS Storstad a compris ses intentions. Tout est calme. Le brouillard est tellement épais que l'on ne voit guère autour du grand paquebot. Peu avant 2 heures, l'équipage voit soudainement surgir le Storstad qui navigue droit vers son flanc tribord. Les appels au Storstad pour qu'il fasse marche arrière n'y changent rien. L'Empress of Ireland est immobile, impuissant devant le drame qui se dessine. Le Storstad frappe avec une violence inouïe l'Empress of Ireland. Une large brèche est ouverte sous la ligne de flottaison, causant une inondation des compartiments inférieurs, et ce, à une grande vitesse. Les passagers de 3e classe qui dormaient n'ont même pas le temps de se rendre compte de ce qui leur arrive. Ils vont périr rapidement. L'eau s'engouffre dans l'Empress à une vitesse inimaginable. Le charbonnier a frappé entre les deux cheminées du paquebot. Les dégâts sont énormes, avec une entaille de près de 5 mètres de long
dans la coque du navire. Le Storstad venait malheureusement de prouver que sa réputation n'était pas surfaite. Il était un véritable ciseau à froid. Il avait découpé l'Empress mortellement. L'Empress a commencé à tanguer fortement sur tribord. L'évacuation des passagers devenait de plus en plus difficile. Les canaux de sauvetage à tribord étaient déjà envahis par l'eau. Seuls quelques canaux de sauvetage ont pu être mis à l'eau. Les passagers de première classe étaient ceux qui avaient le plus de chances de pouvoir s'en sortir. Les lumières se sont immédiatement éteintes lors de la collision. Les passagers se dirigeaient dans une noirceur complète et dans un grand affolement. Des passagers sont tombés à l'eau et n'ont eu guère de chance de survie. L'eau du fleuve Saint-Laurent était glaciale et l'hypothermie se manifestait rapidement. Le capitaine Kendall demanda au Storstad de ne pas se retirer, de manière à boucher partiellement la brèche qu'il avait créée, mais son message ne fut pas entendu. Le charbonnier fit marche arrière et se retira, ce qui eut pour conséquence de faire couler le grand paquebot encore plus rapidement. L'équipage n'a jamais eu le temps de fermer les cloisons étanches. L'eau arrivait beaucoup trop rapidement. Kendall demeura sur le pont et fit de son mieux pour sauver le maximum de vies, mais l'Empress coulait beaucoup trop rapidement. Le capitaine Kendall était impuissant devant une situation qui le dépassait. L'Empress of Ireland a coulé en seulement 14 minutes. Le Storstad a par la suite tout fait en son pouvoir pour sauver les personnes qui se retrouvaient à l'eau. L'équipage a mis des canaux de sauvetage à l'eau très rapidement et le charbonnier retourna près de l'Empress. Ils ont repêché un bon nombre de survivants qui étaient très peu habillés et qui étaient sur le point de mourir d'hypothermie. Malgré tous les efforts déployés et l'aide apportée par la population sur les rives, le bilan de ce naufrage était effroyable. On dénombrait 1012 victimes, dont 840 passagers et 172 membres d'équipage. Le capitaine Kendall était parmi les survivants. Tous les survivants ont été soignés à Rimouski, dans un grand moment de désespoir et de tristesse. Ce naufrage était l'un des pires en ce début de 20e siècle, le Titanic et le Lusitania étant les deux autres. Le brouillard était un facteur évident pour ce naufrage, car la visibilité était devenue soudainement nulle vers 1h30. La communication entre ces deux navires avait été de toute évidence défaillante. Tout ceci semblait évident, mais il fallait maintenant une enquête en profondeur pour savoir exactement les causes de cette grande tragédie. Des personnes en autorité comme le capitaine Kendall et tout le personnel du Storstad étaient en vie. Des conclusions allaient être apportées, mais elles seraient malheureusement contradictoires. L'enquête mise en place pour comprendre le naufrage de l'Empress of Ireland le 29 mai 1914 sera constituée de deux enquêtes distinctes. Une enquête canadienne sous la responsabilité de la Commission royale d'enquête à Québec. Une autre enquête sera menée en Norvège, le pays d'origine du SS Storstad. Tout l'équipage du charbonnier, avec le capitaine Thomas Anderson et son second Alfred Toftenes, était présent. Le capitaine Henry Kendall, le premier officier William
James Steed, le deuxième officier H. Henderson et le troisième officier Thomas John Duhamel étaient parmi les témoins les plus importants, ainsi que quelques officiers subalternes. L'équipage de l'Empress avait été décimé, beaucoup d'officiers avaient péri. De nombreux points ont été examinés lors des deux enquêtes. L'épais brouillard au moment du drame et la mauvaise visibilité étaient des facteurs indéniables pour cette collision. L'enquête s'est par la suite penchée sur les communications entre les deux navires. L'interprétation des sifflets qui auraient pu être mal interprétés, les manœuvres respectives des deux navires, leurs vitesses respectives ont aussi été analysées. Finalement, un point qu'il était important de ne pas négliger, il fallait analyser la conception de l'Empress of Ireland et la solidité de ses compartiments étanches. La rapidité avec laquelle l'Empress avait coulé, soit en seulement 14 minutes, avait marqué les esprits. Il fallait éclaircir ce point pour éviter d'autres tragédies de ce genre. Le capitaine Kendall a affirmé qu'il avait aperçu le Storstad à une bonne distance, qu'il jugeait sécuritaire et qu'il avait ordonné un changement de cap en conséquence pour que la rencontre se fasse tribord contre tribord. Il prétendait que le charbonnier avait changé de direction dans l'épais brouillard, en plus de ne pas réduire sa vitesse. Le capitaine Thomas Anderson n'a pas bronché devant le témoignage de son vis-à-vis. Il affirmait de son côté que l'Empress avait changé de cap et qu'il s'était placé directement sur le chemin de son navire. Il confirma que le brouillard avait empêché son équipage de réagir à temps avant la collision. Quand il s'était aperçu qu'il fonçait droit sur le paquebot, il était déjà trop tard. Le choc fut violent, ne donnant aucune chance à l'Empress. Henderson et son officier Alfred Toftenez se dégageaient de toute responsabilité. Pour eux, l'Empress était le responsable de son malheur. L'enquête canadienne blâma le Storstad pour cette collision. Les conclusions faisaient mention que le charbonnier aurait dû ralentir sa vitesse ou même s'arrêter complètement, car le brouillard avait rendu toute navigation difficile. L'Empress n'était pas responsable de ce drame qui avait coûté la vie à plus de 1000 personnes. Henry-George Kendall fut quand même blâmé en certains milieux pour son changement de cap qui a pu semer la confusion chez son vis-à-vis norvégien. En ce qui concerne la conception de l'Empress, il fallait revoir en détail les cloisons étanches qui ont été impuissantes à empêcher l'eau de se propager rapidement. L'enquête norvégienne examina en détail ce drame et ses conclusions étaient très différentes des Canadiens. Elle estimait que l'Empress of Ireland était responsable de cet accident, car le changement de cap du paquebot avait semé la confusion chez l'officier en second Alfred Toftenez. Il semblait donc que chaque enquête était destinée à protéger les siens, plutôt que de découvrir la vraie vérité sur ces malheureux événements. Finalement, à la suite de ces deux enquêtes, le Storstad a été saisi pour couvrir les pertes que la Canadian Pacific Railway avait subies. Le charbonnier a ensuite été vendu aux enchères pour obtenir une somme supplémentaire pour les indemnisations. Les familles des victimes et les survivants n'ont eu droit qu'à de maigres sommes d'argent. De nombreuses familles de migrants n'avaient tout simplement pas les moyens pour intenter des poursuites en justice. Les obligations financières ont donc été légères pour la Canadian Pacific. L'enquête canadienne a tout de même laissé un goût amer chez plusieurs personnes et experts en navigation.
On critiquait l'enquête qui exonérait de tout blâme le capitaine Kendall et la canadienne Pacific Railway. En certains milieux, on estimait que l'influence de la compagnie avait largement dicté le déroulement de l'enquête. Il ne fallait surtout pas toucher à la crédibilité de la compagnie, qui était très importante au Canada. Il y avait cependant des points où tout le monde s'accordait. Les signaux entre les deux navires manquaient de clarté et avaient été mal interprétés des deux côtés. Il n'y avait aucune règle de navigation lors d'un épais brouillard. C'est ainsi que ces règles ont été améliorées par la suite. Les exigences dans la construction de cloisons étanches ont également été revues en profondeur. Si l'Empress aurait pu continuer à flotter durant quelques heures, bien des vies auraient pu être sauvées. En ce qui concerne la population, les avis demeuraient partagés concernant les responsabilités entre les deux équipages. On estimait que chacun avait ses torts. L'Empress a effectivement changé de cap et s'est immobilisée, alors que le SS Storstad semblait l'ignorer complètement. De son côté, le charbonnier a continué à avancer à l'aveugle dans un épais brouillard et n'a jamais diminué sa vitesse. Il semble donc que les responsabilités étaient partagées. Contrairement au Titanic, cette tragédie a été rapidement oubliée. On estime que le début de la Première Guerre mondiale, peu après, a fait en sorte que l'Empress of Ireland a sombré dans l'oubli, malgré un bilan tragique où 1012 personnes avaient trouvé la mort. L'emplacement exact de l'Empress of Ireland n'était connu que grâce aux survivants et à des données nautiques. La Première Guerre mondiale a fait en sorte que l'on s'est complètement désintéressé de cette tragédie. On estimait que l'épave gisait dans le fond du Saint-Laurent à environ 8 kilomètres de la côte, mais sans plus. Aucune recherche à l'époque n'a été entreprise et les moyens de l'époque étaient pour le moins limités. Les choses vont changer durant les années 60, où l'intérêt est ravivé concernant son emplacement exact. L'équipement en plongée sous-marine avait connu de belles améliorations et la technologie était plus moderne. Elle donnait espoir de localiser enfin l'épave. En 1964, 50 ans après le drame, une équipe de plongeurs sous la direction d'Ellis Raymond était à la recherche de l'Empress of Ireland. Les témoignages des pêcheurs locaux et des cartes nautiques ont permis d'identifier une zone précise près de Pointe-au-Père, près de Rimouski. Des sonars ont par la suite révélé une anomalie sous-marine. Il semblait donc que l'expédition était sur la bonne voie pour découvrir l'épave. L'équipe d'Ellis Raymond trouva effectivement l'Empress of Ireland, qui reposait à seulement 40 mètres de profondeur, inclinée sur le côté tribord. Cet endroit est un cimetière où 600 personnes reposent et où 6 plongeurs ont perdu la vie entre 1914 et 2002. L'épave est relativement bien conservée. De forts courants, une eau très froide et une visibilité nulle rendent toutefois difficiles et dangereuses les plongées vers l'Empress. Des plongeurs ont témoigné que l'on se rend compte de la présence du paquebot lorsque l'on fait contact. Depuis 1964, beaucoup d'artefacts ont été récupérés, comme de la vaisselle,
des effets personnels de passagers et des morceaux de la structure comme des hublots. La destination est des plus populaires pour les plongeurs, mais elle ne s'adresse qu'à des plongeurs expérimentés, car les conditions à cet endroit demeurent dangereuses. Les autorités canadiennes ont classé l'épave comme site historique. Il est maintenant interdit de remonter des artefacts sans en avoir eu l'autorisation. Tous les efforts sont mis en œuvre pour la conservation de ce site qui est considéré comme un trésor sous-marin. Le site historique Pointe-au-Père a été fondé en 1980. Il est situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Rimouski. Des plongeurs passionnés sont les premiers qui se sont investis dans ce site. Cet endroit est un véritable musée où des milliers de visiteurs se rendent à chaque été. On y retrouve plein d'artefacts de l'Empress of Ireland, en partenariat avec Parc Canada. Le musée de la mer met en valeur ce lieu historique et l'histoire de l'Empress of Ireland. En 2000, le musée s'est agrandi avec un nouveau pavillon nommé Empress of Ireland. On y retrouve une salle de projection 3D où des films sont projetés, dont un excellent documentaire, et une salle d'exposition avec plein d'artefacts de l'Empress. Ces visites nous plongent au cœur de l'histoire de l'Empress et nous font ressentir le drame de 1914. En 2005, le site continue de grandir. C'est maintenant un sous-marin Onondaga de la Défense nationale canadienne qui est installé sur le terrain à proximité du musée. En 2006, le musée de la mer devient le site historique maritime de Pointe-au-Père. L'endroit a priorisé bien sûr l'histoire de l'Empress of Ireland, mais avec les années, elle a élargi son champ d'action avec l'histoire maritime et le patrimoine maritime canadien. L'exposition concernant les artefacts de l'Empress est permanente. On peut apercevoir des photos saisissantes de l'époque qui nous racontent la vie à bord du fameux paquebot. Le musée de la mer est un rendez-vous obligé pour toute personne visitant le Bas-Saint-Laurent. En 1914, l'Empress of Ireland était la fierté de la Canadian Pacific Steamship Company. Ce paquebot assurait la liaison entre le Québec et Liverpool en Angleterre. Ce grand navire avait effectué 95 liaisons transatlantiques depuis ses débuts en 1906. Il accueillait dans le confort des passagers de 3 classes différentes et demeurait un modèle de fiabilité et de rapidité. L'Empress of Ireland était un paquebot des plus prisés, autant par les gens fortunés que par les gens défavorisés, qui étaient très bien traités en 3e classe. Les sommes demandées pour monter à son bord étaient des plus raisonnables. La première classe se situait entre 50 et 100 dollars, tandis que la 2e classe se situait aux environs de 20 à 40 dollars. Enfin, la 3e classe, qui s'adressait aux migrants, demandait une somme entre 8 et 15 dollars. Ces prix étaient des plus concurrentiels et demeuraient très rentables pour la Canadian Pacific. Chaque traversée de l'Empress se faisait avec des embarquements presque complets. Le 28 mai 1914, l'Empress of Ireland est partie de Québec pour une traversée de l'Atlantique en direction de Liverpool en Angleterre. Un épais brouillard s'est élevé au début de la nuit.
Au moment où l'Empress descendait le fleuve Saint-Laurent, le SS Torstad, un charbonnier norvégien, remontait le cours d'eau. Les deux navires se sont rencontrés à la hauteur de Rimouski. Des signaux semblent avoir été mal interprétés par les deux équipages respectifs. L'épais brouillard a fait en sorte qu'il n'y avait plus aucune visibilité. C'est ainsi que l'Empress of Ireland a stoppé sa descente et s'est immobilisé. Au même moment, le Storstad a continué sa navigation sans diminuer sa vitesse. Le charbonnier était convaincu que le grand paquebot transatlantique se trouvait à bâbord. Il changea donc son cap pour tribord. La manœuvre a eu des conséquences tragiques. Le Storstad a foncé directement sur le flanc de l'Empress, en plein milieu des deux cheminées. En seulement 14 minutes, il ne restait plus rien du grand paquebot de la Canadienne Pacifique. L'Empress of Ireland se retrouvait au fond du fleuve Saint-Laurent, emportant avec lui plus de 1000 personnes. Bien que l'épais brouillard qui recouvrait le fleuve a été la cause principale de ce drame, les experts arrivent aujourd'hui à la conclusion que les deux navires ont commis de lourdes erreurs de navigation et ont mal interprété les signaux de leur vis-à-vis. La Première Guerre mondiale a éclaté quelques mois plus tard et l'Empress of Ireland a sombré dans l'oubli pendant plus de 50 ans avant d'être découvert en 1964. Bien qu'il n'a pas eu la même publicité que le Titanic ou le Lusitania, l'Empress se retrouve parmi les 3 plus grandes tragédies en mer en temps de paix au début du siècle. Aujourd'hui, le Musée de la mer, le site historique maritime de Pointe-au-Père, est présent pour nous rappeler l'immense tragédie qui a affecté des milliers de gens. L'Empress of Ireland ne sera jamais oubliée. Hommage à tous ces disparus.